Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. À quoi ressembleront les routes, l'autoroute du futur? Sur quel revêtement roulerons-nous? Avec quelle voiture? On se projette dans une vingtaine d'années avec mes invités. Christophe Hugues, bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint en charge de la maîtrise d'ouvrage chez Vinci Autoroutes. Simon Pouget, bonjour, directeur de recherche et innovation chez Eiffage Infrastructure. Et puis avec nous au téléphone, Ghislaine Baillemont, directrice de l'innovation, de la construction, du développement aux autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Christophe Hugues, allez, on se projette. Je suis en 2040, je me prépare à partir en week-end direction la Drôme. Est-ce que je reconnais ma bonne vieille autoroute A6 ou est-ce qu'elle a beaucoup changé? Vous reconnaîtrez l'autoroute. L'autoroute du futur, c'est une autoroute qui va répondre aux grands enjeux de la mobilité périurbaine et aussi interurbaine, mais aussi aux grands enjeux du changement climatique. C'est une autoroute qui sera support des nouvelles mobilités. C'est une autoroute qui permettra de supporter la mobilité partagée, l'électromobilité et d'avoir une réelle mobilité décarbonée. Alors, on va rentrer un peu dans les détails. Allez, bim, première station-service. Est-ce que le tout électrique a pris le pouvoir? Ou est-ce qu'il y a encore de la place pour les voitures à l'ancienne, si j'ose dire? Alors, les projections aujourd'hui, elles disent qu'il y aurait à peu près un quart de la flotte de véhicules particuliers qui serait électrique en 2030. Donc, dans 20 ans, on sera encore à plus que ça. Ouais. Alors, il faut imaginer que pour charger ces véhicules sur des trajets interurbains, il va falloir mettre en place des bornes électriques de haute puissance, comme on est en train d'en déployer en ce moment. Il faudra à peu près 6 bornes électriques pour une pompe à essence, puisque charger son véhicule prendra 20 à 30 minutes. Donc, on aura des stations où il y aura des bornes de recharge un petit peu partout pour accueillir l'ensemble de nos véhicules. Avec autant de stations ou peut-être plus de stations pour permettre plus de points de recharge? Alors, à l'horizon 2030-2040, on peut imaginer qu'on aura un dispositif qui sera similaire à celui qu'on a aujourd'hui, avec simplement une configuration des aires très différente, avec, comme je le disais, des bornes électriques développées un peu partout. Il va falloir cependant repenser l'aménagement, parce qu'on aura des temps de séjour qui seront un petit peu plus longs. Il faut 20 à 30 minutes pour recharger son véhicule, et non plus les 3 minutes du plein. Ouais. On parlera de cette, quand je dis depuis tout à l'heure bitume sans bitume, hein, on va comprendre pourquoi, vous nous expliquerez dans un instant ce que c'est, Simon Pouget, mais des routes qui produisent de l'électricité, vous y travaillez déjà, ça fait partie des, forcément des pistes d'avenir et d'innovation chez Eiffage? Oui, forcément. Alors, peut-être pour mieux comprendre ce que sera la route ou l'autoroute du futur, peut-être permettez-moi de revenir sur les origines de la route. En fait, la route a toujours su s'adapter aux évolutions de la civilisation. Ça a commencé avec l'invention de la roue et le développement de la voie romaine, où on a, pour permettre la circulation de ces nouvelles charrues, pavé les chaussées. On a plus récemment, à la fin du 19e siècle, revêtu les chaussées par du bitume notamment, vous l'avez évoqué, suite à l'apparition du moteur thermique et des véhicules pour éviter tout simplement la poussière et donc la pollution liée à cette circulation. Plus récemment encore, à l'après-guerre et avec les 30 Glorieuses, on a vu un développement assez fort du trafic avec le déplacement des biens et des personnes. On a vu notamment la construction des autoroutes arriver. Et donc on voit bien à chaque fois la capacité de l'industrie routière à s'adapter à l'évolution de la civilisation. Comme l'évolution, c'est quand même la montée en puissance de l'électrique. Alors, dans les villes, c'est évident, le défi de l'électrification massive, il va falloir le relever. Mais sur la route, c'est aussi une question que vous vous posez, j'imagine. Alors, bien évidemment. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, maintenant, les enjeux auxquels l'industrie routière doit répondre, les enjeux sont principalement de deux ordres. C'est d'une part de diminuer son empreinte carbone au moment de la construction. Donc ça passe par de l'innovation sur les matériaux, sur les procédés. On pourra peut-être y revenir. Et puis, évidemment, c'est aussi réduire son empreinte carbone au moment de l'usage de la chaussée. Et donc, effectivement, l'apparition du véhicule électrique autonome va révolutionner effectivement les innovations que l'on va développer. Et effectivement, la production d'électricité par la chaussée est une voie qui n'est pas forcément évidente. Il y a des enjeux techniques très très importants, mais c'est bien évidemment quelque chose que l'on regarde au niveau de l'innovation. Ghislaine Baillemont, pour une autoroute, une société d'autoroute comme la vôtre, autoroute Paris-Rhin-Rhône, vous imaginez ça dans les innovations sur lesquelles vous travaillez, il y a cette question de faire en sorte que l'autoroute produise de l'électricité? Oui, tout à fait.
On a en ce moment pas mal d'études pour mettre en place un certain nombre de capteurs photovoltaïques, puisque notre particularité, c'est qu'on a ce qu'on appelle des délaissés autoroutiers, c'est-à-dire finalement des terrains qui sont assez importants. Et l'idée, c'est d'implanter des fermes solaires sur ces territoires. Donc on en a déjà 2 qui sont implantés et qui vont bien sûr se développer à l'avenir. On regarde aussi sur les aires de repos, qui sont des aires avec une surface assez réduite. Et donc là, on envisage de mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus des places des véhicules légers, de façon à, là aussi, capter l'énergie solaire et rendre, si possible, autonome en énergie le fonctionnement de l'aire de repos, qui est souvent équipé d'un sanitaire et d'un peu d'éclairage public. Et mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus de l'autoroute, c'est-à-dire on roulerait sur plusieurs kilomètres sous une sorte de tunnel de panneaux photovoltaïques. J'ai vu qu'il y avait des sociétés autrichiennes, allemandes qui travaillaient sur ce procédé. Ça fait partie des pistes ? Pour l'instant, très honnêtement, ça ne fait pas partie des pistes parce que ça engage aussi d'autres sujets techniques de maintenance, d'entretien, de choc en cas d'accident de la route. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, pour l'instant, on est plutôt concentré, je dirais, sur là où on a des surfaces disponibles. Mais rien n'empêche qu'effectivement, dans un deuxième temps, on puisse réfléchir à effectivement ce type de système au-dessus de l'autoroute. Christophe Hugues, j'ai vu aussi qu'une société française travaille sur des dispositifs anti-bruit, des panneaux anti-bruit qui pourraient produire de l'électricité, qui seraient équipés en panneaux photovoltaïques. On a effectivement une expérimentation en cours sur ce sujet avec des écrans anti-bruit photovoltaïques. Donc ce type de dispositif aujourd'hui est au stade de test. Et puis si ça fonctionne bien avec des bons rendements, on le développera. Moi je voudrais insister sur un point. On a beaucoup d'enjeux autour de la circulation routière. 85% du transport de personnes ou de marchandises passe par la route. Et la part modale de la route ne va pas beaucoup bouger dans les prochaines années. On a 75% des actifs qui utilisent leur véhicule chaque jour pour aller travailler. Donc on a à la fois un enjeu environnemental très fort pour décarboner la mobilité et à la fois un enjeu de service, notamment dans les zones périurbaines, qu'on doit traiter. Alors, quand on parle d'enjeu environnemental, le secteur des transports, c'est aujourd'hui 30% des émissions carbone en France. Et la route, 94% des émissions. Les autoroutes, c'est 20%. Donc il y a un vrai sujet à décarboner la circulation autoroutière. Donc travailler à la fois sur la mobilité partagée, qui permet d'avoir plus de personnes dans un même véhicule, et à la fois sur la décarbonation individuelle de chaque véhicule, c'est la solution pour pouvoir continuer à utiliser ce formidable outil qu'est le réseau autoroutier. Ça veut dire, si je continue de me projeter sur 2040, mon voyage vers la Drôme, si je suis seul ou si on est 3 ou 4 dans la voiture, je ne vais pas emprunter la même voie sur l'autoroute ? On peut imaginer ça ? C'est quelque chose sur lequel on est en train, effectivement, de travailler sur plusieurs sites aujourd'hui. Le covoiturage, les voies dédiées, le transport en commun sur autoroute, les pôles d'échange multimodaux, tout ça, ça fait partie des solutions qui sont supportées par les grands projets que nous avons aujourd'hui pour la mobilité de demain. Ghislaine Bailmont, ça existe déjà, je crois, du côté de Grenoble, une autoroute avec ses voies différenciées, c'est ça ? Vous venez de l'inaugurer, je crois. Oui, tout à fait. Je voudrais juste revenir sur un petit point, c'est que pendant très très longtemps, on a construit des autoroutes neuves. Aujourd'hui, le réseau français, il est mature. Et donc l'enjeu, effectivement, c'est de partager les infrastructures existantes. C'est certainement pas d'en construire de nouvelles. Et partager cette infrastructure existante, c'est effectivement forcément massifier son usage. Et notamment développer le transport collectif, on va dire comme ça, que ce soit en bus ou en voiture. Donc on travaille tous depuis plusieurs années sur le covoiturage. On a créé des dizaines et des dizaines de parkings de covoiturage qui représentent plusieurs milliers de places de covoiturage. Et depuis 3 ans, on travaillait sur donc une voie réservée au covoiturage. Alors pourquoi 3 ans ? C'est parce que jusqu'à présent en France, ça n'existait pas. Et donc, notamment, le panneau qui indique ce type de voie n'existait pas. Après 3 ans de travail, finalement, on a eu les autorisations nécessaires. Et effectivement, le 30 septembre, on a ouvert la première voie donc réservée covoiturage en France à l'entrée de Grenoble sur 8 km. Elle est située à gauche, sur la voie de gauche, et elle est réservée donc aux véhicules avec 2 occupants et plus,
aux véhicules équipés de la vignette critère zéro émission, donc les véhicules 100% électriques, ainsi que pour les taxis, même vides. Alors, cette fois, elle a fonctionné pendant 3 semaines, parce qu'après, le second confinement est arrivé par là. Donc, il est sûr que le trafic a nettement baissé. Mais les premiers résultats, en tout cas, étaient vraiment encourageants. Ne serait-ce que parce que comme ce nouveau panneau, qui est en fait un losange blanc, qui existe déjà aux États-Unis et dans différents pays à travers le monde, mais en tout cas en France, personne n'avait encore vu ce panneau. Donc on craignait un petit peu la compréhension de ce panneau, donc on a fait beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie. Et finalement, au bout de 2 semaines, on avait à peu près 55% de covoiturage sur la voie de gauche. Donc voilà, on était plutôt contents. Bon, depuis, il s'est ouvert une nouvelle voie sur Lyon, au niveau des voies métropolitaines M6, M7. Donc voilà, petit à petit, ça va se développer en France et c'est une très grande chose. L'idée de cette voie réservée, c'est que forcément, elle sera plus fluide, au moins dans un premier temps, tant que tout le monde ne covoiturera pas. Et du coup, c'est de permettre aux gens d'avoir quelque part un temps de parcours, on va dire, de défini et de respecter, et donc d'inciter finalement les gens qui sont aujourd'hui seuls dans leur voiture à covoiturer pour pouvoir bénéficier de cette voie. Donc là, on est dans les comportements d'aujourd'hui qui vont se développer, cette massification dont vous parliez. Je voudrais qu'on revienne à l'innovation, Simon Pouget, et donc à ce bitume. Si je continue, moi je suis têtu, je suis toujours dans 20 ans. Sous les roues de ma voiture, j'ai plus du bitume. J'ai un nouveau revêtement, c'est ça ? Non, comme l'a précisé Ghislaine Bailmont, le réseau français est mature, donc c'est le plus grand réseau de routes en Europe. Ouais. Et à l'heure actuelle, on a finalement assez peu de constructions neuves et on a surtout un enjeu sur la maintenance du réseau existant. Et donc, qui dit maintenance du réseau existant, dit aussi recyclage, réutiliser les chaussées qui sont en place. C'est une voie très importante pour diminuer l'impact carbone justement de notre industrie. Donc l'idée, c'est de recycler au maximum. Donc on peut recycler. Alors sur autoroute, on va être sur des taux un petit peu plus faibles, mais on peut recycler sur des routes, on va dire, plus standards jusqu'à 100% de l'ancienne chaussée dans une nouvelle chaussée. C'est un des matériaux du génie civil qu'on est capable de mieux et le plus recycler. Donc ça, vous le faites aujourd'hui, ça existe. C'est un système qui s'appelle Recital, c'est ça ? Alors Recital, c'est un enrobé à froid que l'on va déployer sur des routes à faible trafic. Ouais. Donc il est très vertueux parce que déjà, il est froid, donc il n'y a pas d'énergie à apporter pour réchauffer la chaussée. Il est recyclé en place, c'est-à-dire qu'on a une machine qui vient enlever la chaussée et la repositionner derrière. Ouais. Et pour régénérer cette ancienne chaussée qu'on recycle à 100% en place, donc on évite aussi tous les transports de véhicules, on rajoute une émulsion d'un produit végétal. Donc, qui n'est pas pétrosourcé, on n'utilise plus de bitume. Ouais. On va utiliser une ressource, une matière première qui est un coproduit de l'industrie du papier. Et donc la matière première, c'est le pain. Et le pain, chez Eiffage, en tout cas, on favorise le pain des Landes pour avoir un produit qui soit made in France. Donc, si j'ai bien compris, ce nouveau revêtement, il mélange le bitume existant avec cette émulsion biosourcée. Exactement. Okay. Voilà. Et donc ça existe déjà. Christophe Hugues, je voudrais qu'il nous reste 6-7 minutes. Il y a encore plein de thématiques qu'on pourrait aborder. Il y en a une qui est très actuelle, c'est la 5G qui est en train de se déployer. Et puis, alors, on travaille déjà sur la 6G, etc. Qu'est-ce que ça change, le fait que nos voitures soient connectées, potentiellement autonomes en termes d'infrastructure ? Alors, on parlait d'innovation technique sur la route, mais il y a une innovation très grande dans les usages qu'on a aujourd'hui des routes et des autoroutes. Et donc, nos investissements doivent accompagner ces innovations dans les usages. Alors, je parlais tout à l'heure de la mobilité partagée. La mobilité partagée, ça peut notamment se traduire par des aménagements en périurbain, dans les grandes couronnes des centres urbains, là où on a une vraie difficulté à emmener les actifs vers le lieu de travail ou les lieux de service. On a récemment mis en service sur le réseau Vinci Autoroute, sur l'autoroute A10, pas loin de Paris, un parc multimodal à Longvilliers, qui permet aux usagers de se concentrer le long du cordon autoroutier, d'atteindre un parc relais. Là, ils trouvent l'endroit pour faire du covoiturage, des services ou du transport en commun qui peut emprunter l'autoroute et directement rejoindre un grand hub ferré, le hub de Massy. Et là, ils ont accès facilement à tous les services. Il y a une voie
dédié en bout de ligne qui permet d'assurer la fluidité du trafic et donc la fiabilité du temps de parcours. Demain, on pourra avoir besoin d'augmenter encore la capacité de ce type de dispositif. Avec la 5G, avec des dispositifs de bord de route qui permettent la communication entre l'infrastructure et le véhicule, on va pouvoir développer ce qu'on appelle l'autonomie collaborative. On travaille en ce moment sur un projet qui s'appelle le projet Trapèze, avec Renault, PSA, VDCom, Nokia, qui consiste en fait à partager l'information entre le véhicule et l'infrastructure pour favoriser la création de trains routiers. Avec ce type de solutions qui sont plutôt pas très longues à mettre en œuvre, plutôt pas très chères, on arrive à développer la capacité des axes routiers et à créer finalement l'équivalent d'un transport en commun ferré, mais au prix de la route. Donc, train routier, j'essaye de rentrer dans le détail. Je suis toujours au volant de ma voiture. Je vais quoi? C'est la voiture qui va prendre la main, qui va se mettre à une certaine vitesse, qui garantit la fluidité. C'est ça la logique? C'est l'infrastructure et la voiture qui vont dialoguer de façon à assurer les trajectoires et les interdistances entre véhicules. Et on peut ainsi densifier en fait, la circulation sur la voie, transporter plus de personnes pour des prix qui sont plutôt réduits par rapport à ce qui serait nécessaire pour un transport en commun ferré. Et ça, vous dites que c'est finalement assez facile à mettre en œuvre. Ça ne suppose pas de modifier... Facile, non. Il y a plusieurs étapes à franchir, mais on n'est pas en train de parler de dans 20 ans. D'accord. On est en train de parler de choses qui peuvent être déployées dans 4-5 ans pour les premières étapes. Voiture autonome, forcément, on semi-autonomie. On n'est pas obligé de traiter les 100% de cas que le véhicule autonome devra affronter, puisque l'infrastructure participe, étend le champ de vision du véhicule, et donc facilite en fait la mise en œuvre de l'autonomie. Ghislaine Bailmont, la voiture autonome, alors cette question, elle est sempiternelle, mais je pense qu'elle est majeure. Son principal frein, il vient de nous? C'est un frein psychologique, d'après vous? Je ne sais pas si c'est vraiment un frein psychologique, certainement, parce que on sait très bien que le Français adore conduire. Donc le fait qu'il lâche le volant, je pense qu'effectivement, ça constitue un frein. Mais comme l'a dit Christophe, il y a aussi beaucoup de travail encore au niveau de l'infrastructure, enfin du lien infrastructure-véhicule autonome. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours plutôt de semi-autonome, et autonome certainement dans un temps très long. Mais juste avant, vous ne l'avez sans doute pas entendu, mais on avait une chronique sur le marché des voitures autonomes. On voit qu'il y a à la fois les constructeurs, les géants d'Internet aux États-Unis ou en Chine, les sous-traitants. Enfin voilà, c'est un potentiel de développement qui est très important. Moi, je pense quand même que la technologie, on y est presque. Mais notre psychologie, on n'y est pas tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Christophe Hugues et ensuite Simon Pouget. Alors, la technologie, on y est presque. Je crois qu'il y a encore quelques cas qui sont compliqués à gérer en pleine autonomie et que, une fois que les véhicules autonomes commenceront à arriver, ils vont arriver doucement. On n'aura pas 100% de véhicules autonomes instantanément. C'est pour ça que les solutions partagées avec l'infrastructure, elles permettent d'aller beaucoup plus vite, finalement, dans le déploiement étape par étape de solutions pragmatiques qui rendent un service réel et opérationnel aux usagers de la mobilité du quotidien. Simon Pouget, sur cette même question? Oui, tout à fait. De toute manière, on voit bien que... j'ai commencé par donner l'histoire de la route. Oui, on voit bien que finalement... on s'adapte aux usages. Exactement, on s'adapte aux usages. Et l'arrivée de la voiture autonome, de la voiture connectée, forcément va révolutionner l'usage de la route et aussi la manière de construire la route. Et effectivement, on sent bien que les constructeurs routiers, automobiles, à un moment donné, on souhaitait avancer tout seul sur le développement de ces véhicules-là, et on sent bien que l'infrastructure a un rôle très important à jouer là-dedans, pour la redondance d'informations, pour la communication avec les véhicules, avec les usagers. Donc l'infrastructure a vraiment un rôle prépondérant dans le développement de ces véhicules-là. Il y a une question, tiens, il y en a plein qu'on aurait pu encore aborder, mais les péages, il y aura toujours des péages sur ces autoroutes du futur, Christophe Hugues? Les péages aujourd'hui, c'est ce qui a permis de construire le réseau autoroutier, ce qui permet de l'entretenir, ce qui permet de le faire évoluer. Mais est-ce qu'il y aura toujours une bonne vieille barrière Alors, il va falloir investir pour réaliser tous ces aménagements, que ce soit pour supporter la mobilité partagée, pour faire des voies dédiées, pour faire des pôles d'échange multimodaux, pour créer les stations de recharge des véhicules électriques, amener les énormes puissances qui seront nécessaires, plusieurs mégawatts à amener sur chaque aire de service. Ça aussi, ça a un coût. Et donc, le péage
permet de compenser, de rémunérer ces investissements. Oui, alors ma question, ce n'était pas sur est-ce qu'on va continuer de payer, c'est est-ce qu'on va passer comme aujourd'hui avec le BIP qui fait qu'on passe plus vite, est-ce qu'on peut imaginer comme ça des péages qui ramènent de la fluidité? On a plusieurs expérimentations qui sont en cours sur ce qu'on appelle le free flow, qui permet des passages libres sous portique. Il y a un certain nombre d'adaptations réglementaires qui sont nécessaires encore. Mais c'est un dispositif qui fonctionne bien et qui sera amené à se développer dans l'avenir, sous certaines conditions. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Ghislaine Baillemont d'être intervenue aussi en direct par téléphone. Bonne route à tous, forcément, je ne pouvais pas ne pas la faire. Allez, on parlait des défis de l'électrification, c'est justement le thème de Smart Move tout de suite.